car Jean-Christophe Lagarde est l'invité de Christophe Jacubizine. Oui, Pascal, on a l'homme du jour comme invité de la matinale aujourd'hui. Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Quelle mouche vous a piqué pour devenir le frondeur en chef? Vous qui toute l'année avez été un bon élève, vous avez soutenu la plupart des projets du gouvernement. Là, vous déclenchez l'arme atomique, vous allez au Conseil d'État hier soir pour attaquer pour excès de pouvoir le gouvernement sur les 80 km/h. Je ne sais pas si nous sommes de bons élèves. En réalité, nous défendons ce que nous pensons. Quand c'est bien, et quand c'est pas bien, on combat. Or, vous le savez, les décrets, ils ne sont pas débattus à l'Assemblée nationale. On n'a pas le droit de voter. Même député, on n'a pas le droit. Parce que c'est un décret qui a été pris effectivement et publié au JO la semaine dernière. Par le Premier ministre. 80 km/h partout en France. Par le Premier ministre, par le ministre de l'Intérieur, sans vote de l'Assemblée nationale, c'est la Constitution. Et donc, le seul moyen que nous avons de défendre notre point de vue, c'est d'aller devant le Conseil d'État et d'expliquer qu'il y a là un excès de pouvoir et une erreur manifeste d'appréciation. On est tous d'accord pour lutter contre l'insécurité routière, pour réduire le nombre de morts sur les routes. Mais la méthode qui est employée est mauvaise. D'abord parce que l'étude de l'expérimentation, elle ne peut pas être juste. L'expérimentation n'est pas allée à son terme. C'est Manuel Valls qui l'avait lancé. Ça a duré combien? Un an, un an et demi, alors que c'était prévu sur 3 ans. Rien ne prouve que le nombre de morts en moins qu'on nous annonce serait au rendez-vous. Pour dire les choses clairement, c'est de la com'. Mais ce n'est pas du tout quelque chose de sérieux. Et puis surtout, la méthode est mauvaise. Pourquoi? Parce qu'on applique partout, sur toutes les routes de France, la même réglementation, la même vitesse. Quelle que soit la dangerosité, quel que soit en réalité ce qu'on peut constater comme accident. Et nous voulons quelque chose de beaucoup plus efficace, de beaucoup plus intelligent, me semble-t-il. C'est de s'adapter à chaque route. Alors concrètement, hier soir, vous avez déposé devant le Conseil d'État, qui est la plus haute autorité administrative de France, qui peut casser les décrets du gouvernement, un recours pour excès de pouvoir. Quelles sont vos chances d'y arriver ? J'espère qu'elles sont grandes, parce qu'effectivement, l'erreur de méthode du gouvernement, le fait qu'il n'y ait pas d'analyse a priori suffisante pour conduire à cette conclusion de réduire de 10 km partout de façon uniforme, le fait que les chiffres ou l'expérimentation n'aient pas été prouvés, c'est une erreur manifeste d'appréciation et ça permet au Conseil d'État d'invalider après étude. Il va y avoir un débat juridique, bien sûr, et nous nous y livrerons avec le Conseil d'État, faute d'avoir pu le faire à l'Assemblée nationale. Mais moi, ce que je souhaite surtout, c'est que ce décret soit annulé et qu'ensuite on reprenne la lutte contre la sécurité routière de façon différente. Dans chaque département, il y a un préfet, il y a des sous-préfets. Sur chaque route de France, chaque virage, chaque national, chaque départemental, on connaît l'accidentologie, le nombre d'accidents, mètre par mètre, virage par virage. Et donc, nous proposons qu'on s'assoie autour de la table avec les préfets, les sous-préfets, les associations de lutte contre l'insécurité routière, des victimes de la route, des automobilistes, et qu'on regarde sur chaque endroit où c'est vraiment dangereux. Et là où c'est dangereux, il faut même diminuer parfois plus que de 10 km/h. Parfois, ça va être 60, ça va être 50, mais qu'on le fasse là où c'est dangereux. Mais quand vous avez une nationale, une départementale, qui est en ligne droite pendant 2 km, où il n'y a pas un croisement, on vous fait rouler à 80 ? Pourquoi ? On n'avait pas l'habitude de voir des centristes aussi déterminés. C'est pas un peu populiste, quand même, un peu démago ce que vous faites là? Non, parce que je dis qu'il faut réduire plus à certains endroits, mais qu'il ne faut pas le faire de façon uniforme. Nous luttons, nous centristes, contre le parisianisme, l'uniformité française, les problèmes. Mais tous les Français qui nous écoutent sont des automobilistes. Ils conduisent, ils voient bien qu'il y a des endroits où cette vitesse-là, 90, ne pose pas de problème, et qu'à d'autres endroits, elle est excessive. Adaptons-nous à la réalité, plutôt que de faire du slogan, du centralisme, du parisianisme, et d'appliquer à tout le monde la même règle, même quand elle n'est pas utile. Alors, le gouvernement ne va pas se laisser faire par vous. Déjà, dès hier après-midi, à l'Assemblée nationale, Édouard Philippe a remis l'accent sur la prévention et le fait qu'il fallait lutter contre les morts sur les routes. On l'écoute. C'est un objectif simple, assumé, faire en sorte qu'il y ait sur les routes françaises moins de morts et moins de blessés graves, moins de personnes se retrouvant durablement pour toute leur vie en situation de handicap. Vous culpabilisez pas un peu avec votre offensive là, parce que à cause de vous, si vous arrivez à casser la décision du gouvernement, on ne va pas vers autant de morts qu'aujourd'hui. Et donc le gouvernement aussi qui réagit avec cette campagne, 55% des accidents mortels se produisent sur les routes à double sens sans séparateur central. Vous voyez, je suis parfaitement d'accord avec ce slogan. Roulons moins vite là où on meurt le plus. Or, c'est 400 000 km de routes françaises qui sont concernées par cette décision uniforme. Et donc, je ne me culpabilise pas parce que je pense simplement que c'est en le faisant là où on meurt le plus
qu'on est efficace. Et aujourd'hui, la mesure, elle est effectivement centralisée, uniforme, sans prise en compte de la réalité des routes françaises. Moi, je souhaite qu'on prenne en compte la réalité des routes françaises, qu'on diminue plus là où c'est nécessaire et qu'on laisse rouler à 90, là où il n'y a pas de danger, là où on ne constate pas d'accident. Mais enfin, c'est quoi cette histoire de la part du gouvernement, des associations, d'essayer de culpabiliser ceux qui veulent prendre la réalité? Pourquoi est-ce qu'on ne se met pas autour de la table? On constate où il y a des accidents et c'est là qu'on réduit la vitesse. À qui ça pose un problème? Il y a une idéologie, parce qu'on nous dit qu'en passant de 90 à 80, on aurait 300 morts de plus, de moins par an. Alors, dans ces cas-là, si on passe de 80 à 70, il y en a encore 300? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que quelqu'un croit ça en France? Non, je pense que malheureusement, on essaye de pousser une idée comme d'habitude, qui ne tient pas compte de la réalité. Moi, je veux tenir compte de la réalité. Je veux lutter contre les accidents de la route. Je veux réduire fortement là où il y a des accidents, là où on meurt le plus, mais pas ailleurs. Alors, il y a une autre offensive politique, cette fois-ci, contre ce décret 80 km/h, qui sera mené demain à l'Assemblée nationale par vos collègues des députés Les Républicains, qui déposent une proposition de loi pour justement redonner le pouvoir au préfet ou au président de conseil départemental. Vous soutiendrez cette proposition de loi et est-ce qu'elle a une chance d'aboutir? C'est exactement la proposition que nous avons formulée, mais elle n'a pas de chance d'aboutir dans la mesure où, d'abord, ce n'est pas du domaine de la loi, peu importe, et puis la majorité rejettera cette proposition. C'est pour ça que nous sommes allés devant le Conseil d'État pour avoir ce débat sur l'efficacité de la mesure. Nous voulons que ça soit efficace, mais ce n'est pas comme ça que ça le sera. Alors on va suivre évidemment cette procédure qui va prendre un petit peu de temps devant le Conseil d'État. Au 1er juillet, il faudra quand même rouler à 80. Vous n'allez pas pouvoir empêcher le 1er juillet. Malheureusement, le Conseil d'État n'ira pas assez vite pour que dans 10 jours, ce ne soit pas le cas. Les Français devront respecter la règle. Mais si le Conseil d'État l'annule, on pourra rouvrir ce débat et permettre au Premier ministre de lutter plus efficacement contre l'insécurité routière. Alors, autre actualité, ce sont évidemment depuis hier ces images d'enfants dans des cages aux États-Unis, séparés de leurs parents par l'administration Trump. Trump dit, écoutez, si vous ne voulez pas que vos enfants soient mis dans des cages, vous n'avez qu'à pas immigrer. Ça vous choque? C'est la bonne méthode? Évidemment que ça me choque, évidemment que ce n'est pas la bonne méthode. Et c'est à se demander jusqu'où Trump ira dans l'abaissement d'un pays qui était le pays de la liberté et qui aujourd'hui est un pays plus que bousculé par un dirigeant incohérent et inconséquent. Alors, évidemment, ça nous concerne aussi l'Europe, les migrants, au-delà de ce que vous dites. Concrètement, on fait quoi? On a vu la semaine dernière cette longue séquence de l'Aquarius ballotté à travers la Méditerranée qui a finalement été en Espagne. Est-ce que c'était la bonne méthode? Est-ce que le gouvernement a eu raison de rester ferme et de ne pas vouloir prendre les migrants de l'Aquarius sur le territoire français? Je vous remercie de m'interroger sur ces sujets-là, parce que d'habitude, on demande qu'à l'extrême gauche ou à l'extrême droite de s'exprimer. Et nous, centristes, nous, fédéralistes européens, nous sommes en colère. On reproche à l'Europe de ne pas gérer l'immigration, alors que ceux qui lui reprochent ça sont ceux qui ont toujours refusé que l'Europe soit en charge de ce problème-là. L'Europe, elle n'avait aucun pouvoir. Elle n'a d'ailleurs toujours aucun pouvoir en la matière. Il y a quand même une coordination européenne pour gérer... Sur l'effet de la crise, permettez-moi de vous dire qu'en 1989, derrière Simone Veil, nous faisions campagne pour qu'il y ait des gardes-côtes européens. 29 ans plus tard, 29 ans de retard, voilà qu'on imagine agrandir Frontex, que le président de la République, et il a raison, vient de dire hier qu'il faudrait des gardes frontières européens. Et pourquoi il n'y a toujours pas? 29 ans de retard. À quoi sert l'Europe parce qu'on a toujours... Mais parce qu'on n'a pas donné ce pouvoir à l'Europe. C'est pas l'Europe qui est en cause, c'est chaque pays qui a refusé qu'on garde nos côtes ensemble. Or, en réalité, nous militons pour le système canadien. Le système canadien, qui est un État fédéral, c'est que chaque pays décide qui et combien d'étrangers il veut accueillir. Ensuite, l'ensemble, l'Europe, dans le cas d'espèce, gère les demandes. Et ce qu'il faudrait faire, c'est ça. C'est de dire, en France, on a besoin de tant de personnes, et on ouvre des centres. On est prêt d'accepter tant de personnes. Non, pas les réfugiés politiques, c'est un autre sujet. Mais on est prêt à accepter tant de personnes dans telle catégorie d'emploi, etc. Première chose. Deuxième chose, on ouvre des centres d'examen et d'études dans les pays d'origine pour demander les visas et pas attendre qu'ils soient sur le continent, ce qui permet aussi d'ailleurs de renvoyer les bateaux affrétés par des trafiquants dans le pays d'origine. Troisième chose, il faut qu'on soit capable d'harmoniser nos règles d'asile. C'est là où on parle des réfugiés, parce qu'il n'y a pas de raison, si quelqu'un vient d'un pays, qu'on le considère en danger en France et qu'on ne considère pas en danger en Italie. Et la dernière chose, c'est qu'il faut qu'on soit capable, disons les choses clairement, de dire, si on gère ça en commun, qu'ensuite, pour ne pas laisser de trou dans la raquette,
quelqu'un qui vient clandestinement ne pourra plus être régularisé. Oui, mais Jean-Christophe Lagarde, on voit que ça ne fonctionne pas en Europe. Alors, il y a des vœux pieux, etc. Ce que disent les souverainistes ou les partis populistes, c'est puisque ça ne fonctionne pas en Europe, ça fait 29 ans qu'on essaie et qu'on n'y arrive pas, et ben reprenons le contrôle de nos frontières. Trump dit hier, un pays qui n'a pas de frontières n'existe pas. Vous venez involontairement de dire une contre-vérité polluée par les extrêmes. On n'essaye pas depuis 29 ans en Europe. Ce sont justement les souverainistes, les nationalistes, qui ont refusé que l'Europe s'occupe de ça. L'Europe n'a commencé à s'en occuper avec Frontex il y a 5 ans, au moment du début de la crise en Syrie. Parce que les côtes italiennes d'une part et les côtes grecques d'autre part étaient envahies. On a toujours refusé à l'Europe de s'occuper de ça. Et pardon, quand j'entends des Le Pen expliquer qu'il faut remettre des frontières aux frontières de la France pour éviter l'immigration. Elle ne se souvient pas qu'en 1981, François Mitterrand arrive au pouvoir, il régularise 600 000 clandestins. Il y avait des gardes à nos frontières et il n'y avait pas d'immigration clandestine peut-être. Il faut arrêter de se foutre des gens. Si on veut gérer et pas subir, il faut d'abord garder nos frontières ensemble, établir un système de demande où chaque pays est maître de ça, remettre en cause le droit d'installation des étrangers qui sont présents dans l'Union européenne, c'est-à-dire que si vous êtes accepté en Allemagne, vous n'allez pas vivre en Espagne, et puis, gérer à l'extérieur de nos frontières, à l'étranger, sur les côtes libyennes, sur les côtes de la Turquie au besoin, financer ces centres d'accueil. On étudie, et il y a deux solutions. Soit la personne est un réfugié politique, elle peut être accueillie, il y a un pays qui décide de l'accueillir, soit c'est un réfugié économique, il correspond à une demande de l'Allemagne, de l'Italie ou de la France, il peut venir. Si ce n'est pas le cas, il ne vient pas. Et s'il vient quand même, il n'est jamais régularisé. Alors vous êtes un parti pro-européen, vous venez de le redire. Un mot simplement sur le Conseil franco-allemand d'hier. Les conclusions, c'est-à-dire un budget pour la zone euro, à terme, je crois que c'est 2021, et puis vers un impôt sur les sociétés commun, en tout cas une base d'imposition commune. Ça va dans le bon sens tout ça ? Oui, ça va dans le bon sens, même si ce sont des petits pas, parce que la chancelière Angela Merkel est très fragilisée dans son pays. L'Europe, elle a besoin de se fédérer si elle veut exister. Aujourd'hui, vous avez dans la poche des billets en euros. C'est une monnaie fédérale. Simplement, on n'a pas mis en place un impôt qui permet, entre guillemets, d'harmoniser la compétition entre les entreprises. On n'a pas mis non plus ce dont on a besoin, un rapprochement social progressif qui permet de ne pas faire de la concurrence déloyale entre les ouvriers. En clair, on a besoin en réalité d'aller plus loin. Aujourd'hui, l'Europe, si elle s'en sort si mal, c'est parce qu'on l'a laissée au milieu du gué. On n'a pas fini de la construire. On refuse même de lui donner les pouvoirs là où elle est efficace. Et parfois, on lui en donne là où elle n'est pas nécessaire. Il y aura une liste UDI, peut-être UDI Agir aux européennes ? Nous tenons un Conseil national ce week-end en prenant les choses par le bon bout. D'abord, on établit le projet. Et nous pensons que l'enjeu européen, c'est de savoir si on continue à se faire dicter nos règles, à faire bousculer nos intérêts par les Américains, par les Chinois, par les GAFA. L'Europe, c'est un moyen de reconquérir de la puissance, de la liberté de décision, de la souveraineté pour nos pays. Toute l'actualité le montre chaque jour. C'est vrai des migrants, c'est vrai des GAFA, c'est vrai face à Trump. Et donc il y aura une liste ou pas ? Et donc nous voulons porter ce message fédéraliste aux élections européennes. On pose d'abord le projet. S'il y a des gens ou avec la République en marche Et si, M. Jacubizine, il y a des gens qui partagent ce projet fédéraliste, redonnant à l'Europe et à nos pays la capacité de choisir leur destin, et si on peut le partager avec d'autres, tant mieux. Ici, ce n'est pas le cas, nous le ferons seuls. Alors, on change de sujet complètement, mais c'est intéressant. Ça s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Il y a un début de polémique sur la vaisselle de l'Élysée, puisque l'Élysée renouvelle un service qui date de René Coty. 900 pièces commandées à la manufacture de Sèvres. Regardez ce que votre collègue François Ruffin disait hier. Pour leur palais, Brigitte et Emmanuel Macron vont acheter, je cite, 900 assiettes de présentation et 300 assiettes à pain, correspondant, je cite toujours, à l'idée du changement porté par la présidence. Ce ne sont pas à coup sûr de vulgaires écuelles, il en coûterait en effet plus de 500 000 €. Le même jour, le chef de l'État pestait, on y met un pognon de dingue, il ne songeait pas à sa vaisselle. Alors, est-ce que vous aussi vous êtes choqué par ce nouveau service de vaisselle à l'Élysée, ou est-ce que c'est une polémique inutile et populiste? Quand j'écoute ça, je suis triste parce que je me dis que le populisme a de beaux jours devant lui. Pourquoi ? Très franchement, vous écoutez ça, vous dites ah bah oui, quand même. Qu'est-ce qu'il dépense comme argent ? René Coty, je crois que c'était en 1958, la fin de sa présidence. Donc on est en train de nous dire que 60 ans après, il change la vaisselle de l'Élysée. Quel drame. Dans quelle famille française on change la vaisselle tous les 60 ans ? Mais surtout, il faut savoir que cette vaisselle, c'est pas pour faire plaisir au président de la République, à celui-là ou à celui qui lui succédera. C'est pas un jouet pour eux.
C'est juste, en l'occurrence, le fait de recevoir des chefs d'État étrangers à l'Élysée. Avec quoi ? Avec un produit, c'est vrai, de luxe français qu'on vend à l'extérieur. Parce que cette vaisselle, c'est un produit de luxe qu'on exporte, qui est demandé. C'est une forme de publicité. C'est comme si on critiquait la femme du chef de l'État quand elle porte des robes de haute couture plutôt que d'aller s'habiller chez Etam. Enfin, il y a un moment donné, si vous voulez, où il faut arrêter dans la bêtise. Bien sûr que c'est une somme importante. Enfin, si c'est pour les 60 prochaines années et que ça permet de faire de la pub à ce produit de luxe français et à l'exporter, moi je suis d'accord. Ça donne du boulot aux Français, accessoirement. Hein. Une somme, c'est ce qu'on disait dans la matinale avec Pascal Latour-du-Pin ce matin, en plus qui fait partie du budget en fait, de la manufacture de Sèvres, en fait, qui, dont la mission des 120 artisans et fonctionnaires, c'est de fabriquer de la vaisselle pour l'État. Mais vous savez qu'il y a des étrangers qui viennent visiter cette manufacture, parce que ça fait partie de la marque France. Donc je trouve qu'on fait... à Emmanuel Macron cette fois-ci. Mais je me souviens de la même façon, François Hollande qui faisait le procès à Sarkozy de l'avion présidentiel. Bah oui, un président de la République, ça ne se balade pas dans un RER parce qu'il y a des mesures de sécurité, parce qu'il y a des contraintes d'agenda. C'est-à-dire, autant il faut lutter contre tout ce qui est monarchique dans notre pays, mais ce qui est monarchique dans notre pays, c'est le pouvoir excessif que détient le président de la République et le pouvoir quasi inexistant du Parlement. On parlait tout à l'heure des 80 km/h. Mais c'est pas... ce genre de symbole démago, il se fait un beaucoup de pub, ça doit buzzer sur tous les réseaux sociaux. Simplement, c'est faux. C'est porter atteinte aux ouvriers qualifiés justement de Sèvres. Au-delà de cette polémique précisément, vous diriez qu'Emmanuel Macron a un comportement monarchiste, justement ? Mais tous les présidents de la République qui se sont succédés ont un comportement monarchique, puisque nous sommes en réalité en monarchie républicaine. Nous élisons un roi qui a tous les pouvoirs, qui est le chef de l'État de toutes les nations occidentales, de tout ce qu'on appelle les démocraties, qui a le plus de pouvoir et le moins de contre-pouvoir en face de lui. Et à chaque fois qu'on veut mettre un contre-pouvoir, on dit non, surtout, il faut lui laisser. J'observe quand même qu'avec ce mécanisme où le chef de l'État français a plus de pouvoir que tous ses homologues, nous sommes le pays qui nous sommes le moins réformé au cours des 40 dernières années. Ça devrait faire réfléchir nos compatriotes, je pense. Alors, juste une question sur le rôle de l'UDI, hein, le centre. Alors, une partie du centre, quand même, le MoDem, qui est allié à La République En Marche. Vous, finalement, vous êtes plutôt proche de La République En Marche, ou vous êtes en train de reconstituer une famille du centre droit et de la droite, par exemple, en recueillant tous les déçus des Républicains. On écoute ce que disait hier matin à Pascal de Latour-du-Pin Franck Riester, le patron de Agir, qui est votre allié à l'Assemblée. On l'écoute. Virginie Calmels, est-ce que vous lui tendez la main ? Oui, bien sûr, nous l'invitons à nous rejoindre, à Agir comme on a tendu la main à Valérie Pécresse et à tous ces élus. Alors, est-ce que vous allez être le réceptacle de tous les déçus des Républicains ? Il y a Xavier Bertrand, est-ce qu'il pourrait vous rejoindre ? Peut-être un jour Valérie Pécresse, qui pour l'instant est restée aux Républicains. La question qui s'affiche sur l'écran, c'est quel est le rôle de l'UDI ? Le rôle de l'UDI, c'est de défendre ses idées, ses valeurs. Les automobilistes aussi, on a bien compris. Ses valeurs, oui, la décentralisation. Ses valeurs du centre et de la droite de progrès. Il se trouve que Laurent Wauquiez a décidé une droite identitaire, réactionnaire, fermée sur elle-même, anti-européenne. Et que des gens l'ont quitté. Nous avons déjà tendu la main, Franck Riester et ses amis d'Agir. Ce sont des gens avec qui nous avons voulu faire un groupe à l'Assemblée nationale pour ne pas les laisser, entre guillemets, seuls. Nous avons vocation à travailler ensemble. Et il y en a d'autres. Bien sûr que j'ai des relations avec Xavier Bertrand. Je discute régulièrement avec Valérie Pécresse. Je discute avec Christian Estrosi. Donc vous êtes plutôt gens qui refusent, droite qu'avec La République En Marche à terme ? Ces gens... Mais pardon, Christian Estrosi dit lui-même qu'il accepte de travailler avec La République En Marche quand elle a raison. Et quand elle se trompe, on est aussi capable de le dire. En fait, la question pour moi ne se pose pas comme ça. Nous sommes là pour défendre nos idées et nos valeurs. Certaines sont communes, c'est vrai, avec La République En Marche. D'autres sont différentes. La question, elle se pose à La République En Marche et au président de la République. Est-ce que, pour la première fois, un président de la République, le monarque républicain que tous ont été, décide, d'élargir la discussion ou de s'enfermer dans sa majorité ? Nous, il y a des idées que nous portons qui, sans doute, pourraient lui être utiles. Éviter des erreurs. On l'a vu dans certains débats à l'Assemblée nationale où le gouvernement s'est engagé à tenir compte de ce que nous disions. S'ils sont capables d'élargir, entre guillemets, la discussion et ne pas s'enfermer dans un parti majoritaire, à ce moment-là, ce rôle-là sera bien utile, vous le verrez. Alors, est-ce que vous êtes toujours fatigué, Jean-Christophe Lagarde ? Parce qu'il y a quelques semaines, vous vous étiez joint à la bronca des députés qui se plaignaient de longues journées de travail. Ça avait fait un peu quand même débat dans l'opinion. On se dit quand même, nos députés, ils sont quand même là pour travailler. Alors, en plus, vous êtes convoqués en session extraordinaire à partir du 3 juillet. Alors, j'ai vu le programme. C'est pharaonique. Je ne sais pas si ça va s'afficher à l'écran. Mais toutes les propositions, les projets de loi qui vont être débattus
lutte contre la fraude fiscale, formation professionnelle, logement, lutte contre les violences sexuelles, programmation militaire, j'en passe, vous avez la liste ici, vous n'allez pas partir en vacances en juillet-août. Mais monsieur Jacobizine, je vais vous dire, moi je ne suis pas fatigué. Simplement, je suis choqué. Choqué de quoi ? Le Figaro montrait il y a quelques jours que quand on posait la question des Français, est-ce que les députés travaillent trop, il y a 95% des Français qui disent non, pas du tout. Sur la loi sur le logement et le numérique, j'ai passé pendant 7 jours, de 9h du matin à 1h du matin, mon temps dans l'hémicycle. J'ai fait grosso modo 35 heures en 2 jours. Tous les jours. Quel Français fait ça ? Mais je ne me plains pas, moi j'ai choisi d'être député. La seule chose, c'est que quand on fait travailler le Parlement comme ça, il travaille mal. Et quand le Parlement travaille mal, il adopte de mauvaises lois, c'est les Français qui en payent les frais. C'est pour ça, en réalité, qu'il y a une fronde. Et quand on veut aller trop vite dans l'élaboration de la loi, on finit par faire des bourdes ou à laisser des fonctionnaires faire des choses. Et franchement, avoir cette idée aussi désastreuse du Parlement dans notre pays, et voir que ce qui est le plus contesté, ça passe par décret, comme les 80 km/h dont on parlait, et que le Parlement n'a pas le droit. Vous savez, un parlementaire, pour les Français, c'est le droit d'interpeller le gouvernement. Parce que le Français moyen, il n'aura jamais l'occasion de rencontrer la ministre. En tout cas, je ne vous souhaite pas de bonnes vacances, Jean-Christophe Lagarde. Vous n'êtes pas prêt d'en prendre. Merci d'avoir été avec nous. Pascal Latour du Pin tout de suite.